La culture, c'est comme la confiture. Et nous, on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast, La culture en action, Harmony Inside, a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises qui rayonnent, en interne comme en externe, des pépites que nous, on a la chance de côtoyer et qu'on veut vous présenter. Aujourd'hui, nous avons avec nous, et ça fait du bien de dire ça, Jocelyn Martin, le pétillant fondateur et CEO de Genius, un cabinet spécialisé sur les métiers du marketing digital et de la communication qui place des experts en mission chez ses clients et qui cartonne, on va le voir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'inviter. Alors, pour commencer, si tu devais te présenter à l'aide d'un personnage de Disney, on aime bien les métaphores chez Harmonie, tu serais qui et pourquoi? La facilité voudrait qu'à l'instar du nom commercial de la société, je sois le génie dans Aladdin, non pas parce que il réalise tous les souhaits, mais parce que surtout il est drôle, il a beaucoup d'humour. Donc ça, ce serait la facilité. Mais en réalité, je pense que je prendrais le prince Philippe dans La Belle au bois dormant. Je vais te dire pourquoi, parce que c'est Moi, ça me l'histoire. fait rêver déjà. C'est l'histoire préférée de ma fille de 5 ans et à l'instar de tout papa, je rêve d'être encore son prince toutes les années qui viennent et donc je serai le prince Philippe le temps qu'il faudra pour ma fille. Superbe, avec des beaux dragons à aller affronter. Exactement. Alors, pour compléter effectivement un peu plus concrètement, pour ceux qui ne font pas le lien entre Genius et le prince Philippe, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire alors de Hungry and Foolish, qui était une agence de com, on peut le dire, décalée et inspirante, qui a donné naissance à Genius, et puis nous expliquer aussi cette culture que vous avez mis en place dès le début. Oui, Hungry and Foolish, tu le disais fort justement, agence alors de publicité aujourd'hui, publicité et social media, qui a été créée, cofondée en 2016 par mon associé d'aujourd'hui, Vincent, avec moi sur Genius, et les dirigeants actuels d'Hungry and Foolish, que sont Mathieu et Jean-Benoît. Hungry est en fait la résultante d'une histoire commencée bien en amont, en 2006, avec la création d'un studio créatif qui s'appelait Le 12. Le 12 est ensuite devenu en 2012 une agence de communication et c'est à ce moment-là que Jean-Benoît et moi avons rejoint finalement l'agence. Et puis, chemin faisant, l'ambition grandissant, on s'est tourné vers vraiment la publicité qui nous paraissait être le ou les métiers sur lesquels on voulait agir et interagir avec les associés. Et donc voilà comment est né Hungry and Foolish. Alors Hungry and Foolish, c'est pas juste un changement de nom, c'est et c'est peut-être là d'ailleurs que commence l'idée de la culture aussi, hein, mais c'est une incarnation, une promesse, donc plus qu'un nom. Hungry and Foolish, c'est aussi finalement la façon dont nous on percevait la façon de travailler, les manières de s'impliquer auprès de nos clients. Et puis in fine, en fait, tout le monde peut être hungry ou foolish dans la même heure. Et voilà comment l'histoire s'est lancée. Donc une histoire vraiment d'hommes et de rencontres au départ. Et puis 2017, en clair, on a eu un client chez Hungry and Foolish qui nous a demandé à un moment donné une ressource en marketing à détacher de l'agence pour les rejoindre sur une période déterminée. Alors c'était pas du tout notre métier, mais il s'avère qu'on a répondu à cette demande et puis ça nous a donné des idées, tout simplement. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait peut-être je dirais un potentiel sur le marché d'aller proposer des experts en marketing digital et communication auprès des annonceurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait un terrain de jeu incroyable pour finalement aller sonder nos clients, des directeurs communication, des directeurs marketing. À la réponse, tu la connais, oui, il y a un marché, puisque dans la foulée, on a cofondé avec Vincent Genius, qui est donc devenu au départ pas une suite logique, mais je dirais une entité assez proche de Hungry and Foolish. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que c'était des métiers complètement différents, une façon d'aborder, je dirais, les annonceurs aussi différentes, un business model différent. Donc maintenant, les deux entités sont indépendantes, mais on partage deux choses. Et ça, c'est important. Les locaux dans lesquels on se trouve ici sont partagés par Hungry et par Genius. Et puis, en effet, la culture, puisque à la base, finalement, de ces deux organisations et de ces deux entités, on retrouve un peu les mêmes personnes, les mêmes cofondateurs. Et je pense que, on y reviendra certainement après, mais que des fondateurs ou des cofondateurs sont l'incarnation, ou en tout cas sont le moteur, le socle d'une culture qui va derrière être distillée à l'ensemble des collaborateurs. Alors justement, pour parler de cette culture de Genius, est-ce que tu peux nous parler de nous la décrire et en particulier nous dire quelles sont vos valeurs?
Oui, oui. Alors déjà, le premier sujet sur lequel on a travaillé, enfin, le premier chantier qu'on a travaillé avec Genius, alors que nous étions que deux, il n'y avait pas encore d'experts ou de staff grand, si je puis dire, c'est qu'on s'est posé la question, c'est quoi notre marque en fait, c'est quoi Genius? Au-delà de se poser la question du nom, mais qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on veut parler au monde? Qu'est-ce qui va finalement, euh, quelles vont être les valeurs justement de Genius? Alors c'est très simple quand on est deux et qu'on se pose sur cet exercice-là, parce que en réalité, on a la capacité d'aller un peu dans tous les sens et surtout de donner un peu notre vision propre de ce que vont être les valeurs et la culture. Genius, c'est aujourd'hui une boîte qui est encore jeune puisqu'elle a que 4 ans, mais c'est vrai qu'au départ, on se donne 4 valeurs qui nous paraissent essentielles. La première, c'est la passion. Et ça, c'est aussi d'ailleurs valable chez Green Foolish, c'est qu'on pense que pour faire nos métiers, il faut être passionné. Et ça, c'est important, en tout cas, de se dire que tous les matins, on se lève, on est content d'aller bosser. Alors, ça passe par évidemment plein de leviers, mais déjà le métier, c'est important d'y être passionné. La deuxième valeur, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, on pourrait aller jusque-là. Et ça aussi, c'est important, comme nous, on a des consultants qu'on place chez différents annonceurs, il faut qu'ils puissent s'ouvrir sur des écosystèmes différents, des méthodes de management différents, des profils, des personnalités différentes. La troisième valeur pardon, c'est la bienveillance. Alors aujourd'hui, ça m'embête un peu d'en parler parce que je trouve que c'est hyper galvaudé et je dois avouer que j'en peux plus d'entendre parler de bienveillance. Mais c'est vrai que nous, dès le départ, c'était un sujet pour nous. Et la bienveillance, c'est aussi de comprendre que son interlocuteur en face de soi, il puisse ne pas comprendre son métier, mais qu'on va, avec humilité, avec pédagogie, avec compréhension, essayer de lui donner les armes, les outils, les leviers pour mieux appréhender ce métier. Et la dernière valeur, elle est aussi importante, c'est la transparence. Ça, on est transparent sur beaucoup, 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 beaucoup de choses. On pense que, par exemple, même une grille tarifaire, si on s'adresse à un client petit ou un client gros, le grille tarifaire va pas changer. Donc ça, on le partage avec nos clients. Autre exemple concret aussi sur cette transparence, c'est que nos clients sont informés de la rémunération annuelle brute de nos consultants. Et nos consultants sont aussi informés de la facturation qui les concerne chez nos clients. Et ça, en fait, c'est déjà ancré en nous, mais surtout c'est un formidable levier commercial puisque ça nous évite plein de sujets de négociation et plein d'allers-retours inutiles, si je puis dire. Donc voilà un peu quelles sont nos 4 valeurs, en tout cas qu'on a imaginées dès le départ. Alors du coup, comme on le sait bien, hein, et nous effectivement, c'est un peu notre obsession chez Biharmoniste, le plus difficile, c'est pas forcément de définir sa culture, même si on voit beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui ont une belle culture mais qui l'ont pas encore formalisée. Pour nous, c'est vraiment la première étape. Le plus difficile, c'est de l'incarner, c'est de la faire vivre, et en particulier de la faire vivre en interne et dans le parcours collaborateur. C'est-à-dire que chacun, à chaque étape de sa vie dans l'entreprise, le vive, le sente, rayonne de ses valeurs. Et là, vous avez fait pas mal de choses chez Genius. Oui, je vais t'en partager quelques-unes. Mais le premier sujet, c'est aussi en fait la co-construction en réalité des valeurs aussi ensuite avec les collaborateurs, parce que je te le disais, en fait, on est deux au départ à écrire ces valeurs. On se dit bon, c'est notre vision, ça nous parle, ça nous concerne, on se reconnaît dans celle-ci, mais il y a un vrai sujet. Est-ce que les collaborateurs qu'on va faire venir vont se reconnaître là-dedans? Et ça, c'est pas forcément gagné. Et le défi, il est là. C'est de se dire, demain, est-ce qu'on arrivera dans les mois qui passent, les années qui passent, à faire en sorte que ces 4 valeurs initiales soient encore les mêmes? Est-ce que le cap sera le même? Et finalement, c'est pas grave si elles divergent et si potentiellement on s'écarte un peu du cap et que on a des nouvelles valeurs. Donc, un des premiers sujets pour faire vivre ça et pour consolider ça, c'est surtout chaque année, au mois de janvier de chaque année. Donc, la première année a été en 2019. Ça a été de se dire, on envoie un questionnaire, un sondage à l'ensemble de nos collaborateurs avec plein de questions qui nous permettent surtout nous de nous améliorer et de comprendre la perception qu'ont les Genius de nos actions et des chantiers qu'on a menés. Et dans l'ensemble de ces questions, il y a des questions qui concernent la culture et les valeurs. Et on leur demande, selon vous, sur tout plein d'items, quelles sont les valeurs de Genius. Et ça, c'est hyper intéressant parce que il y a une espèce de QCM à choix multiples, mais on parle d'une trentaine de valeurs. Et les 4 qui ressortent chaque année depuis 2019 et encore en 2021, c'est les 4 mêmes valeurs qu'on a imaginées au départ. Et ça, on trouve ça, pour le coup, assez fort. Ouais. Moi, ça me permet de me dire que toutes les actions qu'on mène, toutes les preuves
qu'on donne, elles sont encore en adéquation avec ce qu'on a imaginé de la société au départ, de Genius au départ. Donc ça ne veut pas dire que ça changera pas, mais en tout cas, c'est vrai que nos collaborateurs s'inscrivent dans ces valeurs. Donc ça, c'est le premier sujet. On trouve ça plutôt chouette, et on a besoin d'eux finalement pour pré-tester ça et les prouver. Après, pour répondre à ta question sur comment on incarne ça, bah, ça passe par plein de petites choses. La première déjà, c'est la communication qu'on a en interne. Comment elle va se retranscrire, comment elle va être perçue. On dit toujours que tout communique. Donc quand tout communique, ça peut être la carte de visite, ça peut être le shooting Genius, puisque par exemple, chaque consultant est pris en photo avec un shooting professionnel pour vraiment travailler aussi leur personal branding, si je puis dire. Donc ça va passer par des actions comme celle-ci, ça va passer par ce qu'on appelle des Marvelous. Et tu vois, aujourd'hui, nous sommes le mardi 13 juillet. Ce soir, il y a un événement dans nos locaux où on regroupe toute la communauté. Et ça, ce sont des événements qu'on fait une fois par mois, des événements qui peuvent être culturels, ludiques, qui peuvent être sociétaux aussi. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire venir tout le monde, de partager un moment convivial autour d'une thématique identifiée, parce que, et tu l'as compris tout à l'heure, mais 80% finalement de nos collaborateurs sont chez nos clients. Et ça, c'est dur. C'est que du coup, il y a presque une double culture à travailler. Il y a celle du client. Mais nous, comment Genius, on va travailler ce sentiment d'appartenance à l'entreprise Genius, à la marque qu'on veut faire croître et qu'on veut sans cesse faire vivre. Donc, ces événements en font partie. On a un autre chantier qui m'importe beaucoup, c'est ce qu'on appelle les squads de Genius. Par exemple, chaque année, il y a le Noël. Donc, le Noël de Genius, il n'est pas du tout organisé par le staff. Il est organisé par les collaborateurs, qui sont pour autant certains chez Unilever, Schneider Electric, Intermarché, BNP Paribas. Et donc, on forme une équipe sous la base du volontariat uniquement, et c'est eux qui vont organiser le Noël. Et nous, on va pas intervenir dedans. Et ces squads-là, on en a plusieurs, sur plusieurs chantiers, ce qui permet vraiment de travailler le sentiment d'appartenance à la marque Genius, ce qui leur permet aussi de se dire, bah, je fais partie à part entière d'une entreprise, quand bien même je suis chez un client à l'extérieur. Et tous ces éléments-là, toutes ces actions sont des preuves qui finalement font vivre aussi la culture Genius. Oui, donc des chantiers transverses qui permettent aux gens de se retrouver, de travailler ensemble, même si, comme tu disais, ils sont très séparés chez des clients. Exactement. Et alors du coup, peut-être en amont de tout ça, dans le recrutement aussi, comment vous utilisez vos valeurs? Est-ce que vous recrutez en fonction des clients ou est-ce que vous recrutez en fonction de vous? Eh bien, on recrute en fonction de nous, très clairement. Particularité chez Genius, c'est que 80% des collaborateurs sont en CDI. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment... c'est pas de l'intérim. C'est pas de l'intérim, c'est pas du freelancing. Donc, à partir du moment où ils viennent chez nous, ils vont s'inscrire dans un parcours, on va dire, moyen-long terme, chez Genius. Et donc, ils vont vivre une première mission chez un client A, puis une deuxième mission chez un client B, etc., etc. Mais il se peut qu'entre deux missions, il n'y ait pas de mission. Il y a ce qu'on appelle un intercontrat. Les gens étant en CDI chez nous, il faut aussi qu'on puisse se dire, est-ce qu'on est capable de travailler avec eux, et inversement, est-ce qu'ils sont capables de travailler avec nous sur des chantiers propres à Genius, à la société. Donc le recrutement, il est hyper important. On a une équipe qui gère ça évidemment en interne. Et la seule question que cette équipe se pose, c'est est-ce que je me vois travailler avec cette personne-là demain chez nous? Et c'est la seule question à se poser. Et s'il y a un doute, je leur dis toujours, il n'y a pas de doute. Et peut-être qu'on passe à côté de profils techniquement top, géniaux, mais qui, a priori, vont pas forcément être en adéquation avec notre vision du travail, notre façon de faire, notre ADN, nos valeurs. Et c'est vrai que, finalement, ces 4 valeurs dont on parle tout à l'heure, c'est presque, en fait, notre grille de notation pour nos recrutements. Est-ce qu'en face de nous, on a des gens passionnés? Est-ce qu'on a des gens curieux, ouverts d'esprit, bienveillants? Est-ce qu'ils finalement ils ont partagé un maximum de choses avec nous? Donc le recrutement, il se base vraiment sur les soft skills, presque plus que sur la partie technique, et donc il se fait vraiment pour nous et pas pour les clients. Et du coup, dans l'intégration aussi, les valeurs, elles vont être quelque chose que vous allez diffuser, transmettre, en plus de recruter sur ce critère. Hein. Ouais. Est-ce que vous assurez que derrière, effectivement, les gens vont tout de suite s'en emparer? Alors, on a déjà des outils dont on sert que tu connais, comme Welcome to the Jungle, qui va tenter de transparaître, de retranscrire l'ADN, l'écosystème, l'environnement évidemment de Genius. Donc on va parler de ces premiers outils de visibilité. On va parler aussi de ce qu'on diffuse sur LinkedIn ou Twitter, qui sont les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Là aussi, on va retranscrire in fine la vie de Genius, sa mentalité, son ADN, ses valeurs. Ça, c'est presque la première, je dirais, visibilité, le premier contact
entre un candidat potentiel et Genius. Deuxième étape, préqualification téléphonique, puis l'entretien, etc., etc. Et là, clairement, on va vraiment ressentir si cette personne va bien s'intégrer ou pas chez nous. Et après, on va travailler sur plein de sujets comme un kit d'onboarding que tu peux voir devant toi visuellement. Donc, les gens qui écoutent ne le verront pas, mais qui se composent de plein de petits artifices, mais qui finalement ne sont pas juste des goodies ou des gadgets. Ce sont vraiment des éléments qui permettent encore une fois de s'intégrer au mieux, d'être au mieux onboardé dans la société et de dire à la personne, on t'attend, on voulait que tu sois là, maintenant tu es là, et génial, on va vivre une vie ensemble. Et petite précision, quand on fait le onboarding, il y a presque un petit rituel. C'est toujours géré par Laura chez nous qui s'occupe du recrutement et de la formation, mais il y a toujours 2 ou 3 personnes du staff qui passent. Moi-même, j'essaie d'y passer, que je sois présent physiquement dans les bureaux ou en visio. C'est vraiment l'idée de dire à la personne en face, on voulait que tu sois là et on est content que tu sois là. Et ça, c'est tout bête. Moi, ça me prend 3, 4, 5 minutes parfois, donc très peu de temps in fine, et c'est hyper important pour que la personne se sente à l'aise et qu'elle commence sa mission dans les meilleures conditions. Ouais, donc effectivement, et je confirme, tout communique, hein. Il y a un très joli tote bag, plusieurs trucs, même jusqu'aux masques Genius qui vont effectivement faire cette différence tout de suite. Il y a un sujet aussi qui est passionnant chez vous et qui est traité par très très peu d'entreprises malheureusement, et c'est bien dommage, c'est l'outboarding. Comment est-ce que vous gérez ces départs et comment vous gérez aussi toute cette communauté finalement d'anciens qui sont passés par chez vous? Le point de départ de l'outboarding ou l'offboarding, c'est vraiment de se dire, on fait souvent plein de choses pour faire venir les gens, globalement, et plein de boîtes le font extrêmement bien, et notamment dans l'univers start-up, mais pas que. Mais c'est vrai que peu de boîtes, on se rendait compte que gérer cette partie de mon collaborateur me quitte et puis bon, qu'est-ce qui se passe après. Alors évidemment, quand un collaborateur nous quitte, il peut avoir plusieurs manières de voir ce départ. Globalement, nous, ça se passe toujours bien. Donc pourvu que ça dure, je touche du bois, mais on essaye de faire encore une fois les choses proprement, que ce soit sa volonté de partir, parce que généralement c'est leur volonté de partir, ou alors quand c'est parfois déjà convenu à l'avance. Par exemple, on a recruté mais sous un format CDD parce que la mission s'y prêtait spécifiquement, et donc on sait qu'on va potentiellement s'arrêter. Donc nous, tout ce process-là, ce parcours-là, il est aussi prévu, anticipé, partagé. 2, 3 éléments tangibles, pour preuve, c'est que déjà on invite les Genius qui partent à laisser un message sur notre outil Slack auprès de toute la communauté. Alors déjà, faire ça, c'est pour certaines boîtes prendre des risques parce qu'on ne sait jamais ce que la personne peut dire à son départ. Ah, Mais nous, vous n'avez pas le droit de regard sur ce ah non, elle dit ce qu'elle veut, ça se passe toujours bien, donc tant mieux, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, pourquoi pas, ça se passe mal. Mais c'est vrai que c'est important pour nous que la personne dise aussi qu'elle parte, qu'elle prévienne l'ensemble de la communauté, et puis qu'elle explique pourquoi elle part aussi, parce que peut-être un nouveau défi, un nouveau challenge, un changement de vie, etc. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, et ça, moi, j'y tiens énormément, c'est que je pense que on a tous plusieurs vies professionnelles, qu'un collaborateur qui nous quitte maintenant, c'est peut-être un collaborateur que je reverrai dans 5 ans. Peut-être que je bosserai pour lui dans 5 ans. Peut-être que ça sera un de mes clients. Peut-être que ça sera quelqu'un qui fera appel à nous en tant que partenaire aussi. Donc l'idée, c'est quand même de garder je dirais une bonne relation avec les anciens, les alumni comme on les appelle. Et aujourd'hui, on a créé un programme, qui date de maintenant 12 mois. On a créé un programme alumni avec une communication spécifique envers eux. Donc, c'est-à-dire que cette communication, il y a que qui l'ont, pas forcément les Genius actuels. En revanche, quand tu passes du statut de Genius actuel à alumni, tu rentres dans ce programme. Tout à l'heure, je t'en parlais, on fait un Marvelous ce soir ici. Il y a 6 ou 7 alumni qui passent. Ah oui, ils sont invités aussi. Ils sont invités aussi, voilà. Et demain, ça peut nous apporter plein de choses, à eux comme à nous, des nouvelles opportunités professionnelles, business, associatives, amicales. Et c'est vraiment l'idée de garder cette communauté active, qu'elle soit aujourd'hui chez Genius ou pas, et de pouvoir vraiment travailler autour de ça. Donc, la première étape, en tout cas le premier chantier pour gérer une communauté d'alumni, c'est bien gérer leur départ et faire en sorte qu'ils partent avec le sourire, comme quand ils sont arrivés. On l'espère aussi avec le sourire. Vous partez bons amis, c'est très important effectivement. Et alors, donc là, tout ce que tu nous as décrit, c'est quand même beaucoup d'efforts.
parfois c'est juste 3-4 minutes qui peuvent faire la différence, mais globalement mettre tout ça en place, le faire vivre au quotidien. Euh, à quoi ça vous sert finalement? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir mis tout ça en place? Et en particulier là dans la période un peu compliquée qu'on a tous traversée, hein, le Covid, le fait que les gens étaient tous en télétravail, etc. Qu'est-ce que ça a donné d'avoir mis en place cette culture? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui avec le retour au bureau qui est pas facile dans certaines boîtes? Il y a plusieurs questions et donc il y aura du coup plusieurs réponses. Mais alors oui, ce sont des efforts et le mot est juste. J'en parle souvent avec Vincent, mon associé, sur par exemple les newsletters. On fait beaucoup de newsletters en fonction de nos audiences et notamment des alumni. Et c'est vrai que ça nous prend du temps pour avoir aussi un contenu de qualité, pour aller chercher des interviews de qualité. Mais je pense que ce temps n'est pas vain. Je te le disais à l'instant, moi je crois beaucoup au mot communauté, je crois beaucoup au mot réseau. D'ailleurs, on s'est rencontrés, toi et moi, et Patrick, dans un réseau Croissance Plus qu'on salue ici. Et c'est vrai que c'est hyper bienveillant déjà. Ça nous apporte beaucoup de choses et je pense que ces efforts ne sont pas vains, ne serait-ce que pour ça. C'est-à-dire que demain, encore une fois, ça crée un environnement propice à se challenger, à apprendre des uns des autres. Et c'est vrai que peu importe la seniorité des Genius, aujourd'hui les plus jeunes ont 2 ans d'expérience et les plus seniors ont 25 ans d'expérience. Et ben c'est génial de voir comment ils s'apportent les uns les autres mutuellement parce qu'ils sont pas sur les mêmes métiers, parce qu'ils sont pas sur la même courbe d'apprentissage et d'expérience. Donc rien que pour ça, moi quand ce soir je vois 25 personnes venir échanger, parler, discuter, j'ai presque envie de dire mon job est fait. En tout cas, je suis ravi de ça. Par rapport au télétravail, euh, forcément, on a tous été surpris par ce qui nous est arrivé il y a maintenant 18 mois. En revanche, côté Genius, on était équipé pour bien le gérer. Alors, quand je dis bien le gérer, je parle pas du Covid spécifiquement, hein, mais je parle vraiment du télétravail, puisque par définition, déjà, nos Genius sont à droite, à gauche. Ouais. Donc, on avait déjà tous les outils permettant de correctement travailler, peu importe l'endroit où tu te trouvais. Donc ça, hop, c'est mis de côté. En revanche, là où on a été attentif et actif, c'est sur comment garder du lien et créer du lien entre chacun, surtout qu'on a géré des onboarding à distance, donc sans voir les gens au sein même de Genius. Et là, on a testé plein de choses. Et je crois que c'est là l'avantage d'une PME de petite taille, si je puis dire. Je sais pas si c'est aussi simple de le faire pour un grand groupe, mais l'agilité dont on peut faire preuve, le laboratoire finalement d'innovation qui peut être le nôtre, ça nous a permis de mettre en place plein de choses. Et typiquement, on a créé une interview qui s'appelait Pendant ce temps-là. Donc tous les vendredis, une interview d'un Genius était diffusée avec 3-4 questions, mais qui était complètement décorrélée du boulot. Je t'en prends une au hasard, mais l'activité que tu faisais pas ou plus et que tu redécouvres à nouveau pendant le confinement. Alors bon, je te cache pas que tout le monde faisait des gâteaux. On comprend pourquoi il y a plus de farine, voilà la cuisine des gâteaux. Mais c'était chouette parce que ça permettait d'avoir une petite bouffée d'air et d'oxygène dans un quotidien qui devenait un peu redondant d'être toujours chez soi. Donc voilà, c'est des petites actions. On les teste. Des fois elles fonctionnent, des fois elles fonctionnent pas. C'est pas grave. On a la capacité à vite changer notre fusil d'épaule. Mais ça nous a beaucoup aidé. On a continué à faire nos Marvelous, donc les événements que nous faisions jusque-là en présentiel. Là, on les a fait évidemment en distance, donc on est allé chercher plein de boîtes qui faisaient des escape games en visio, mais on a fait aussi un cours de cuisine, exactement. Mais c'était génial parce que c'était vraiment un bon moment à chaque fois. Et moi qui suis pas très en faveur de la visio parce que j'avoue qu'à un moment donné j'en avais ras-le-bol pour rester poli, ben, je me surprenais à rester 2 heures à faire un cours de cuisine avec les Genius. Et pourtant je suis pas non plus cuisinier, ma femme peut en témoigner. Donc c'était voilà, c'était des petites actions comme ça qui ont servi à garder finalement la communauté active et puis à conserver notre culture aussi et à la diffuser correctement. Et aujourd'hui, est-ce que cette problématique de retour au bureau, pas retour au bureau, c'est quelque chose qui s'est posé chez vous, ou au contraire, maintenant que vous avez à nouveau accueilli, d'ailleurs, vous avez jamais vraiment fermé vos bureaux? Alors, on a fermé au premier confinement, parce que là, on n'avait pas trop le choix. Et après, on a évidemment écouté les règles qui nous étaient imposées par le gouvernement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, sur les règles, en fait, tous nos clients aujourd'hui, je pense que 85% de nos clients sont encore fermés. Certains commencent à prendre
des règles un peu hybrides à 2 jours, 3 jours ici et là. Nous, c'est ce qu'on applique chez Genius aussi, au niveau du staff et des Genius qui viennent ici. Typiquement, il y a un seul jour où on aime que tout le monde soit présent pour justement garder le lien et se voir. Surtout qu'on est un petit staff, hein, on est 6 dans le staff, mais ça c'est important. Après, on est objectivement très à l'aise nous avec le télétravail parce que depuis le départ en fait et avant même la crise sanitaire, c'était déjà un peu ancré chez nous, qu'on n'a pas du tout de problématique de confiance au niveau des collaborateurs, qu'on l'a bien vu pendant 18 mois, ça a bossé et ça a bien bossé. Je pense aussi qu'on est sur un secteur où c'est bien compris et le marketing digital évidemment s'applique facilement à ça, hein, contrairement à certains autres métiers. Donc non, écoute, pas de sujet là-dessus pour le coup, ça se passe bien. Et même de ce que je me rappelle, tu m'avais même mentionné que certains de vos collaborateurs qui ne sont pas chez vos clients préfèrent venir bosser à vos bureaux que bosser de chez eux. Là aujourd'hui, tu vois, typiquement, il y en a 3. Les 3 viennent de 3 clients complètement différents. Mais ça, je crois que c'est plus une question presque humaine, c'est que la femme et l'homme, on a besoin d'avoir du lien. Enfin, tu vois, de se voir, ne serait-ce que d'aller partager un petit café, de déjeuner ensemble le midi. Et c'est vrai que les Genius, à un moment donné, de se dire, bon, je suis tous les jours chez moi, c'est sympa, mais bon, j'ai envie de voir autre chose, de discuter avec des collègues. Donc, ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir ici. On leur a dit, bien entendu, de toute façon, c'est vos locaux, ce sont vos locaux. Donc, c'est vrai que tous les jours, on a la chance d'avoir 3-4 personnes qui viennent. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça crée encore une fois, ça renforce le lien entre eux. Et puis moi, ça me permet aussi d'être finalement au cœur de leurs problématiques métiers et de comprendre encore plus ce sur quoi ils bossent et de pouvoir derrière soit les aider, soit rebondir sur des sujets, soit même d'être en interaction directe avec les clients plus facilement. Et alors justement, parce que tu parles de clients, les clients, est-ce que d'ailleurs vous leur communiquez, comment est-ce qu'ils perçoivent cette culture, qu'est-ce que ça peut eux leur apporter, le fait que vous ayez justement ces valeurs aussi fortes, cette communauté soudée, etc. Je pense déjà qu'on fait un métier qui est fortement basé sur le relationnel. Très clairement, on échange régulièrement avec des femmes et des hommes, que ce soit en équipe, que ce soit en one-to-one, quand moi je discute avec un client. Donc, je pense que le relationnel est vraiment le socle de réussite finalement des projets sur lequel on travaille. Et j'ai souvent tendance à dire qu'on ne travaille pas pour une entreprise ou pour un annonceur, mais on travaille pour un client. Et je te prendrai un exemple qui nous est tous arrivé dans notre vie privée, mais on a souvent entendu dire tiens, ma banque, j'en suis pas content. Et souvent, c'est pas la banque dont on n'est pas content, c'est le banquier dont on n'est pas content. Le conseiller bancaire, merci. Donc c'est vrai que c'est les hommes et les femmes qui font la relation. Et aujourd'hui, et là je vais parler de chance pour le coup, mais moi j'ai la chance de travailler avec des gens, pour des gens avec qui je peux dire beaucoup de choses, qu'elles soient positives ou négatives. Et l'inverse, c'est vrai. Et ce qui permet vraiment d'avancer, d'être constructif. Et je pense aussi que les clients qu'on a aujourd'hui nous ressemblent dans les valeurs et dans notre ADN. En tout cas, ils s'approprient aussi nos valeurs. Et il y a un sujet qui est aussi important, c'est que moi je suis persuadé que si tu veux, on ne dissocie pas la vie privée de la vie professionnelle. Alors évidemment, on ne dit pas tout. On a un jardin secret, etc. Mais moi, je suis dans la vie pro comme je suis dans la vie perso. Et donc, avec mes forces et mes faiblesses, avec quelques écueils que je peux avoir. Donc, c'est vrai qu'on va pas forcément plaire à tout le monde. En revanche, ça permet de travailler sereinement. Enfin, je veux dire, moi, la blague que je fais à la maison, je vais la faire avec un client et j'aspire à ce que lui la fasse aussi avec moi. On passe trop de temps au boulot pour se prendre la tête. Et donc, c'est vrai que c'est finalement cette culture que nous, on incarne aussi en tant que dirigeant et moi de manière, je dirais encore plus concrète commercialement parce que je suis la partie visible de l'iceberg chez Genius, j'ai intérêt d'avoir en face de moi des gens qui soient en adéquation aussi avec cette culture et c'est ça qui est chouette. Et donc je pense que ça nous sert d'avoir les valeurs que nous avons, qu'elles soient retranscrites par le staff ou par les Genius qui sont en mission chez nos clients. Ouais, du coup, effectivement, vous leur faites vivre aussi tu parles de cette notion d'être le même à vie privée, vie pro, c'est cette notion de transparence, exactement, d'ouverture, de dire voilà, on n'a rien à cacher. Exactement. Et cette authenticité, effectivement, c'est quelque chose d'hyper important et c'est intéressant parce que ça se retrouve aussi dans la culture de votre entreprise, qui est une culture où vous êtes authentique, vous êtes ce que vous êtes. Ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, exactement. En tout cas, vous l'assumez. Alors, justement, pour aller un peu plus sur toi en tant que dirigeant,
Toi, comment justement, donc tu parles déjà véhiculer cette transparence, véhiculer cette ouverture, ces valeurs, en quoi elles t'aident au quotidien, dans, je sais pas, tes prises de décision, tes réflexions, tes choix? Alors, à titre personnel, moi, je suis quelqu'un qui, certes, est très rationnel, mais qui a aussi un esprit très intuitif et qui se base beaucoup sur le feeling, le ressenti. Alors, ça a des bons côtés, parfois un peu moins, puisque je vais aussi avoir des avis tranchés assez vite sur une première impression que va me laisser une personne que je rencontre avec laquelle j'échange. Donc, pour ce faire, j'ai depuis maintenant ça fait quelques années, tu vois, ce petit carnet qui est à côté de moi. Et chaque soir, en fait, toute action que j'ai faite dans la journée, toute communication que j'ai faite dans la journée avec une tierce personne, en fait, je la remouline et je la repasse au filtre des 4 valeurs dont on s'est parlé. Et Wow. je me dis, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, finalement, ça passe par la case passion, bienveillance, ouverture d'esprit, transparence. Alors évidemment, c'est jamais tout blanc, tout noir, mais ça me permet de me dire, pour le coup, je suis resté fidèle à mes valeurs. Je garde un peu le cap qui est le nôtre sur Genius. Alors dans ce carnet, pour tout te dire, je marquais surtout des choses négatives parce que forcément ça permettait de s'améliorer. Et depuis un an, c'est valable aussi pour mon associé, on marque aussi nos réussites. Tiens, ça c'est une réussite aujourd'hui, ben, on va se la noter parce que ça nous servira aussi demain. Mais c'est vrai que moi, chaque action, je la retravaille. Pour tout te dire, je le fais dans le train qui me ramène chez moi chaque soir en me disant est-ce que j'ai finalement bien répondu à ce que sont nos valeurs et est-ce que j'ai incarné de la manière la plus authentique possible, pour parler d'authenticité, Ouais. ce qu'est Genius et ce que veut donner Genius comme image. Ouais, c'est une super Voilà. pratique, hyper inspirant. Alors d'une manière plus générale, hein, quelle conviction est-ce que tu as sur sur l'importance de cette authenticité, du fait d'avoir une culture des valeurs, de les vivre au sein des entreprises aujourd'hui? Bah, le mot clé, il est dans ta question, c'est l'authenticité. Je pense que aujourd'hui, c'est valable aussi pour le grand public et quels que soient les métiers. On entend beaucoup parler de sens, on entend beaucoup parler de cohérence, on entend beaucoup parler de ces choses-là et donc d'authenticité, de transparence, etc. Je pense que déjà, des managers doivent incarner ça et doivent être authentiques dans leur façon aussi de manager. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'améliorer, mais ça sert à rien de, de ne pas faire ce que l'on n'est pas. Faut, je pense, avoir le prolongement en story doing de notre storytelling et l'authenticité est clé. Du coup, je pense que les entreprises, elles doivent assumer ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des valeurs qui sont parfois très naturelles, hein, qui dépendent aussi de soi. Il faut les assumer. Il faut évidemment les partager, les discuter, les challenger. Nous, on intègre beaucoup, et je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais on intègre énormément les collaborateurs dans nos réflexions. Les locaux, par exemple, on a investi ces locaux en 2016. C'était pas juste une lubie que nous on avait en tant que manager. Ça répondait à un premier critère qui était de se dire on veut déménager parce qu'on veut que tout le monde soit sous le même plateau, alors qu'avant on était sur 2 étages pour faciliter la communication, etc., etc. Et aussi à une intégration dans une réflexion stratégique à l'époque de l'agence. Et pour le coup, on s'est dit, on va pas faire les locaux comme nous on imagine, mais on va travailler avec nos collaborateurs qui vont être intégrés à des groupes de réflexion. Alors, on n'a pas nous-mêmes animé ces groupes, hein, on a pris une agence d'agencement, de déco et d'archi, et tout le monde a travaillé sur le sujet. Ce qui veut dire que quand on est arrivé dans ces locaux en août 2016, chacun était dans ces locaux avec ça c'est un peu moi, ça c'est un peu moi, ça c'est un peu moi, et c'était pas en top down. Et je pense que ça c'est un vrai sujet à mon sens, c'est d'intégrer au maximum les collaborateurs dans des réflexions. Alors évidemment, au final, on tranche toujours, mais en revanche, plus on intègre, plus on écoute, mieux c'est pour que chacun se sente pleinement dans le projet, pleinement investi dans le projet, et que demain les gens souhaitent voilà continuer à s'investir. Et pour répondre à ta question initiale, avant que je m'égare trop loin dans mes réponses, mais c'est ça que je dirais, c'est que l'authenticité, l'écoute sont à mon sens clés pour réussir à trouver sa culture et puis à l'incarner concrètement derrière. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ça évoluer justement? Est-ce que tu vois de plus en plus d'entreprises, de dirigeants qui se posent ces sujets? Tu le disais, hein, effectivement,
la notion de sens, de cohérence et de transparence aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment qui est demandé par les consommateurs comme par les collaborateurs, avec du coup le greenwashing, purpose washing, tout ce que tu veux qui va être son pendant. Comment est-ce que toi tu vois ça? On parle même beaucoup aujourd'hui de plus en plus de raisons d'être des entreprises. C'est aussi en écho en écho à tout ça. Moi, je pense objectivement que ça va évoluer naturellement. Ça veut dire qu'en fait, et on le voit avec les nouvelles sociétés qui se créent, les dirigeants aussi qui, pour certains, changent aussi leur manière de voir les choses, d'appréhender le travail, la manière de travailler, d'appréhender aussi les recrutements. Tu vois, je pense que tout le monde en plus est impliqué. Tu m'as posé la question tout à l'heure en introduction, avant même cette interview, de est-ce que vous avez par exemple un Chief Happiness Officer. Eh bien, Chief typiquement, Cultural Officer. Ouais, on avait, c'est vrai, on avait ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas de Chief Happiness Officer, on n'a pas non plus de baby-foot. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, même si en réalité, je pense que c'est pas le sujet. Mais je pense que la culture, c'est l'affaire de tous en fait, du stagiaire au manager, et que chaque personnalité, chaque composante de la société doit porter ça, doit porter l'environnement, l'ambiance d'une structure ou d'une organisation. Alors encore une fois, je pondère un tout petit peu parce que c'est facile à dire pour nous qui avons des boîtes de 35, 40 collaborateurs. Peut-être moins facile à dire et à faire pour des grosses organisations. Même si on prend l'exemple d'Emmanuel Faber qui était chez Danone, il a réussi à créer une dynamique autour, voilà, d'une pensée plus vers le développement durable, et ce qui était quand même un sacré pari pour un mastodonte comme ça. Et quand on voit les échos à son départ, les critiques positives à son départ, il a réussi à faire d'un gros mastodonte quelque chose qui a réussi à se transformer aussi sur cette culture. Donc je pense que ça va se faire naturellement, en tout cas je le souhaite, parce que si ça se fait naturellement, ça sera donc d'autant plus authentique, et donc ça fera écho à ce qu'on se disait tout à l'heure. Maintenant, si ça l'est pas, je pense qu'il y a des bonnes boîtes comme Harmoniste par exemple qui peuvent aider les structures à formaliser ça, pour le coup, à travailler avec elles, parce que ça demande du temps. Mais ça, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Ça demande du temps des managers, ça demande du temps des fondateurs, des dirigeants, et c'est vrai que c'est bien aussi de se faire aider quand on n'a pas toute la structure, tout le chemin, la roadmap pour le faire. Et alors, je vais pas faire de pub, un petit peu quand même, mais une boîte comme la vôtre permet ça, et je pense qu'elle a toute sa place, et encore plus aujourd'hui dans une ère post-Covid, post-crise sanitaire. Je précise que je ne l'ai pas payé. Mais merci. Effectivement, c'est vrai qu'on sent bien aujourd'hui d'ailleurs, hein, on le voit avec nos clients, qu'il y a vraiment une demande beaucoup plus forte après le Covid et toute la crise de sens que ça a amené. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour des dirigeants, justement, des dirigeants qui n'ont pas forcément osé encore faire le premier pas, mais qui ont en eux ces convictions, qui ont une belle culture en interne, et qu'est-ce que tu leur dirais pour Je dirais que en fait, la culture, et je le vois jour après jour, en fait, elle fixe un cap. Et en fait, ce cap, il est à tous les niveaux. Il est au niveau organisationnel, au niveau business, économique, stratégique. Et si on regarde bien, quand on focus sur les valeurs, et c'est ce que j'écris dans mon petit carnet, tout passe finalement via ce filtre, et ça te permet de savoir où tu veux aller, comment tu veux aller, sans vraiment t'éloigner de cette direction, de cet objectif final. Et pour autant, on le voit bien, il y a des contextes sociétaux, il y a des prises de décision, il y a l'évolution du business qui parfois nous font nous éloigner du cap. Quand tu as une crise en effet sanitaire, évidemment il y a plein de choses qui sont remises en cause. Mais quand on regarde les entreprises qui rebondissent, qui pivotent, qui arrivent, je pense que pour le coup, elles ont une culture d'entreprise, et elles conservent le cap, et elles s'y fixent. Et donc, ça sera peut-être voilà le dernier mot, si je puis dire, c'est formaliser sa culture. Parfois, c'est juste l'écrire déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà le début de quelque chose. Alors quand je dis l'écrire, c'est pas forcément l'écrire sur des posters dans votre société quand vous entrez, surtout si vous ne l'avez pas partagé avec vos collaborateurs. Mais voilà, je pense qu'un atelier de travail avec vos collaborateurs, une discussion avec vos collaborateurs, écrire ces valeurs qui peuvent ressortir, c'est déjà le début d'un chouette commencement, et ça permet de tenir le cap, à mon sens. Merci beaucoup pour ce partage. Il y a plusieurs points que je retiens dans ce que tu as dit.
D'abord, cette notion que j'ai bien aimé du concept de story doing, de dire effectivement, c'est facile d'être dans le storytelling sur la culture, de raconter des belles histoires, mais ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment est-ce que les actions deviennent du coup des histoires au quotidien et permettent à chacun de l'incarner. Ce que tu disais aussi sur le fait que la culture, c'est l'affaire de tous, que c'est pas juste le dirigeant, même s'il a un rôle très important à jouer d'authenticité, d'incarnation, etc. Et enfin, cette notion de la culture comme cap et du coup comme une direction, comme un filtre que tout le monde peut utiliser et voilà, les dirigeants en premier pour s'assurer qu'on reste tous alignés et qu'on agit comme ça et on avance en cohérence. Merci vraiment pour ce moment très inspirant et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci.